Bienvenue tout le monde, bienvenue. Dans cette session, nous allons parler du Bitcoin en fait. On va apprendre les différentes parties qui composent le Bitcoin. Donc on va parler des portefeuilles électroniques, des SPV, etc. etc. Maintenant, vous ne savez pas vraiment ce que ça veut dire, mais petit à petit, vous allez comprendre l'écosystème et comment les différentes parties constituent le Bitcoin. On va revoir ce que le Bitcoin c'est en fait. Alors, c'est parti. Donc, on verra après ce que c'est que le minage, on verra ce que c'est que les récompenses de minage, etc. Alors, premièrement, le Bitcoin. On va regarder le Bitcoin comme étant une langue, un protocole, et puis également une devise. Alors, c'est une devise digitale mondiale. Alors, c'est sans permission. Vous n'avez pas besoin d'un compte bancaire ni d'un compte PayPal. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet via un ordinateur ou un téléphone portable. Deuxièmement, il n'y a pas de banque centrale. Donc, personne ne contrôle comment le Bitcoin fonctionne, les horaires de fonctionnement, etc., etc. Il n'y a pas du tout de contrôle. Voilà. Il n'y a pas de société également. Donc, pas de société. Ça marche 24 heures sur 24, 365 jours. Personne ne peut l'arrêter en fait. Ensuite, le code, il est open source. Tout le monde peut consulter le code. Tout le monde peut lire le code. Et vous pouvez vous-même faire partie de l'équipe de développement du Bitcoin. Alors, open source. Si l'équipe voit que votre code il est valable et qu'il peut intégrer le projet Bitcoin, vous pouvez faire partie de l'équipe de développeurs. Parce que quand vous avez un système ouvert comme ça, où personne ne contrôle et personne ne le pilote, c'est très important d'avoir un code qui est open source et qui est consultable en ligne. Vous-même, aujourd'hui, vous pouvez ouvrir ce code et le consulter. Voilà. Si vous n'avez pas d'open source, personne ne va le développer, sauf les personnes qui font partie de cette entité. Et si ce n'est pas open source, c'est un peu frauduleux. On ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de ce code. Donc, le code du Bitcoin et le paramétrage du code du Bitcoin, ce sont des fichiers open source que tout le monde peut contrôler. Ok, très bien. Donc, c'est un système décentralisé. Voilà. Donc, vous ne faites plus confiance à une équipe ou une entité, mais vous faites confiance à un code. Voilà. Donc, ensuite, la remarque d'après, c'est qu'il y a une limite d'inflation qui est de 21 millions. Donc 21 millions de Bitcoin qui est intégré directement au code et à l'algorithme du Bitcoin. Ça veut dire que la manière avec laquelle le Bitcoin a été conçu, c'est avec une limite d'inflation de 21 millions de coins ou 21 millions de Bitcoin. Ça veut dire que personne ne peut produire plus que 21 millions. Aujourd'hui, on est à peu près à 18,5 sur 21. Et je pense qu'il faut à peu près 100 ans pour produire les 2,5 restantes. Voilà. Alors, comment ça marche? C'est très très simple. C'est que aujourd'hui, nous avons 21 millions, comme ça. Le temps
comme ça, et que au début, la production elle est trop rapide, mais après, elle devient de plus en plus lente. Aujourd'hui, on n'est que par ici. Voilà. Donc, tout ça, c'est sur l'open source, sur le code open source, et vous pouvez donc le consulter vous-même. Vous ne faites plus confiance à un dirigeant ni à une équipe, mais vous faites confiance à un algorithme et à un code qui est donc disponible en ligne. Voilà. Donc ça, c'est le Bitcoin comme étant une devise. Maintenant, on va parler du protocole. C'est quoi le protocole? C'est très simple en fait. Le protocole, c'est un langage qui est utilisé pour la communication entre ordinateurs. Donc voilà, nous avons plusieurs ordis. Donc, ça c'est un ordi, et ça c'est un ordi. Et pour communiquer, on a besoin d'un protocole. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Quand vous avez un réseau, donc ça on va considérer que c'est un réseau, donc on a une communication. Donc ça, c'est une communication. Alors, il y a des règles. Le protocole, bien évidemment, il y a des règles de communication. Quand on a un nouvel ordi qui vient au réseau, tac, il y a des règles définies. Et également quand il y a détection d'un réseau parallèle. Donc il se peut qu'il y ait création d'un réseau ici par d'autres personnes et ce réseau se fait passer par celui-là. Alors dans ce cas, il y a des règles de vérification. Règles de vérification qui vont nous dire que le réseau initial, qui est celui-là, est le bon réseau et que celui-là est un autre réseau, au fait, qui n'est pas. Et on va détecter qui se fait passer par le réseau principal. Ok, donc ça, c'est le protocole. Il y a bien évidemment d'autres protocoles que vous connaissez, sans vraiment le savoir. On parle bien évidemment du fameux protocole Internet. Il y a d'autres protocoles que vous voyez souvent sur des adresses Internet, comme le protocole HTTP et HTTPS. Voilà. Donc ça, c'est d'autres protocoles existants avec lesquels vous travaillez tous les jours sans vraiment le savoir. Vous avez TCP également. C'est utilisé sur Internet. HTTP, HTTP sont sécurisés. Donc tout ça, c'est des protocoles existants avec des règles qui nous permettent de mieux communiquer entre différentes entités. Voilà. C'est un peu comme le français, anglais, etc., entre les humains. Maintenant, on va parler du langage Bitcoin. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai touché un truc qu'il ne fallait pas. Alors, excusez-moi, j'ai touché un truc qu'il ne fallait pas. Donc sur OneNote, on va revenir sur OneNote, continuer, quitter. Voilà. Donc, on était en train de parler du Bitcoin en tant que langue. Voilà. C'est un protocole et c'est Internet le premier moyen de déployer cette langue. C'est le plus facile, le plus rapide et le plus disponible de nos jours. Mais en théorie, nous pouvons également échanger des SMS. Voilà. On peut s'envoyer des transactions par SMS où je vais envoyer des numéros, séries, des numéros de. Donc on peut aussi, pour vulgariser, s'envoyer des lettres. Et ensuite, on prend la lettre, on la met sur l'ordinateur et puis on récupère la transaction. On peut aller plus loin, ça veut dire qu'on peut s'envoyer des signaux
à distance. Voilà, avec les transactions. Mais le moyen le plus rapide reste bien évidemment Internet. Donc aujourd'hui, le Bitcoin comme étant une langue universelle digitale est déployée principalement sur Internet. Mais sachez que sur des nations avec des dictatures où le réseau Internet y est shooté, nous pouvons passer par des réseaux locaux également pour se transmettre les transactions Bitcoin et nous pouvons aussi s'envoyer des SMS, des lettres, des signaux pour transmettre tout simplement les transactions Bitcoin. Voilà. Alors, en théorie, mais techniquement également, il est impossible d'interdire le Bitcoin parce que nous pouvons toujours nous échanger entre humains des signaux avec des numéros. Voilà. Bien évidemment, utiliser Internet, c'est le plus facile, mais si jamais on tombe sur une petite dictature, on peut passer par des satellites. On peut bien évidemment passer par le blockstream satellite pour s'envoyer des transactions Bitcoin. Voilà. Donc, même en shootant Internet, on peut toujours passer à des satellites pour s'envoyer des signaux et ces signaux vont comporter des transactions en Bitcoin entre deux personnes, par exemple à l'extérieur d'une dictature et celui-là, il est à l'intérieur d'une dictature. Voilà. Bien évidemment, sur une dictature, on peut toujours shooter Internet, mais il est très important de garder un réseau local. Donc on peut toujours s'envoyer des transactions Bitcoin via réseau local. Mais le plus important ici, c'est de garder en tête que le Bitcoin est une langue. Voilà, la prochaine fois, on va parler des carnets électroniques ou des portefeuilles électroniques. On va parler du SPV et on parlera également du minage et des récompenses de mineurs. À très bientôt.